Et si je vous disais que ce n'est pas la vieillesse qui vous détruit, mais la façon dont vous vous lavez? Qu'un simple oubli dans votre routine du matin pourrait un jour vous coûter une jambe ou pire, votre autonomie. Je suis médecin, et aujourd'hui je ne vous parle pas en blouse blanche dans un hôpital ou au milieu de machines sophistiquées. Je vous parle en tant qu'homme. Un homme de 64 ans, médecin retraité après plus de 40 années de service. J'ai vu des milliers de patients, j'ai tenu des mains tremblantes, j'ai annoncé de bonnes nouvelles et parfois des mauvaises. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'un danger silencieux, discret, minuscule, qui pourtant a détruit plus de vies que vous ne l'imaginez. Ce n'est ni un cancer, ni une crise cardiaque, ni un AVC. Non, ce que je vais vous raconter commence souvent par une simple fissure au talon. Oui, vous avez bien entendu, une crevasse insignifiante, un petit craquement de peau que l'on néglige, une gêne à peine ressentie qu'on attribue à l'âge, à la fatigue, au froid de l'hiver. Et pourtant, cette fissure a conduit certains de mes patients à l'hôpital, et pour certains, elle les a conduits à ne plus jamais marcher. Je me souviens d'un jour d'avril. Il faisait doux. J'étais sorti me promener au parc Montsouris, à Paris. C'est là que j'ai croisé Gérard, un ancien collègue, 82 ans, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Toujours aussi élégant, souriant. Mais ce jour-là, en l'observant de près, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. À chaque pas, il grimaçait. Quand il s'asseyait sur un banc, il le faisait lentement, comme s'il cachait une douleur. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il m'a répondu, l'air un peu gêné. Oh, tu sais, docteur, c'est rien. Juste une petite fissure au talon. C'est sec, ça pique un peu. Mais ce n'est pas grave à mon âge, ce n'était pas rien. Il m'a montré son pied. Et là, j'ai compris. Son talon était fissuré profondément. La peau était rouge, tendue, suintante. Il pensait que c'était sec. Moi, je voyais une infection. Nous sommes allés ensemble consulter un confrère. Résultat, infection bactérienne avancée provoquée par un staphylocoque doré. Il a fallu des antibiotiques puissants, des pansements quotidiens et plusieurs semaines d'arrêt complet. Il a évité de peu une amputation partielle. Gérard a eu de la chance. Mais d'autres patients que j'ai suivis, eux, n'en ont pas eu. Je ne vous dis pas cela pour vous faire peur. Je vous dis cela parce que c'est réel. Parce que cela peut vous arriver. Parce qu'un corps qui vieillit est comme une maison ancienne. Il ne faut pas attendre que le toit s'écroule pour réparer une tuile. Les pieds, ce sont eux qui nous portent toute notre vie. Et pourtant, ce sont eux que l'on oublie en premier. On se lave le visage, on parfume notre cou, on nettoie nos mains avec soin. Mais les pieds, on les enferme dans des chaussettes, des chaussures fermées, et on espère qu'ils tiendront bon. On espère. Alors qu'on devrait les écouter. Avec l'âge, la peau des pieds devient plus fine, plus sèche, moins protégée. La circulation sanguine vers les extrémités ralentit. On marche moins, on reste plus souvent assis. Le sang stagne. Et la peau se fragilise, les talons se fendillent, les orteils deviennent humides entre les plis. Les champignons s'y installent tranquillement. Jusqu'au jour où cela empire. Vous savez ce que j'ai appris après toutes ces années? Ce n'est pas la maladie qui frappe en premier, c'est l'indifférence. L'indifférence envers son propre corps, et elle commence souvent par les pieds. C'est pourquoi aujourd'hui je vous demande une seule chose. Chaque matin, accordez 5 minutes à vos pieds. Oui, 5 minutes, pas plus. Regardez-les, touchez-les, sentez-les. Est-ce qu'ils sont secs, chauds, humides? Est-ce qu'il y a des rougeurs, des crevasses, une gêne que vous ignorez depuis trop longtemps? Après chaque douche, séchez bien vos pieds. Entre chaque orteil, ce sont des recoins minuscules, mais ce sont des portes d'entrée pour les bactéries. Si vous avez du mal à vous pencher, asseyez-vous, utilisez un miroir ou demandez à votre conjoint, à votre enfant, à votre aide à domicile. Il n'y a pas de honte à cela. La vraie honte, c'est de souffrir en silence pour une chose évitable. Et puis, chaque soir, appliquez une crème hydratante douce, sans parfum, contenant de l'urée. Oui, comme on nourrit une plante, comme on entretient un cuir ancien, votre peau a besoin d'être hydratée. Pas entre les orteils, non. Jamais d'humidité là où ça doit rester sec. Mais sur le talon, sur le dessus du pied. Massez doucement. C'est un moment d'amour pour vous-même. Évitez de marcher pieds nus sur le carrelage froid. Choisissez des chaussettes en coton, propres, changées chaque jour. Des chaussures confortables, respirantes,
jamais trop serré. Et surtout, si vous êtes diabétique, si vous avez des troubles circulatoires, examinez vos pieds tous les jours. Une petite plaie peut devenir un gouffre. Je vous dis tout cela parce que je sais ce que c'est que de perdre peu à peu sa mobilité. Je sais ce que c'est que de ne plus oser sortir parce que chaque pas fait mal. Je l'ai vu, je l'ai vécu, et je ne veux pas que cela vous arrive. Les pieds sont la base de votre autonomie. Les soigner, c'est refuser la dépendance. C'est dire je tiens encore debout, je suis encore là. Alors si ce que je viens de partager avec vous vous a touché, si vous sentez que cela peut changer quelque chose pour vous ou pour un proche, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, non pas pour flatter mon ego, non, mais pour me donner l'élan de continuer à vous transmettre, chaque semaine, des savoirs précieux, des histoires vraies, des gestes simples, des moyens de rester debout dans tous les sens du terme. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question simple mais essentielle. D'après vous, qu'est-ce qui cause le plus de chutes chez les personnes âgées? A. Un sol glissant. B. Une douleur non détectée au pied. Écrivez votre réponse en commentaire, A ou B. Et surtout, dites-moi pourquoi. Partagez votre expérience. Votre réponse pourrait aider quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux. Je suis le docteur Lambert et je continuerai à parler tant que vous écouterez. Parce que tant qu'il y a une voix, il y a un chemin. Je vous parle aujourd'hui non pas pour vous faire la morale, ni pour vous rappeler ce que vous savez déjà. Je vous parle comme un vieil homme qui a vu, qui a écouté, qui a soigné et qui a compris, parfois trop tard, ce que la pudeur peut coûter. Il existe une zone du corps que presque tout le monde oublie ou feint d'ignorer. Une zone que l'on ne regarde plus, que l'on ne touche plus et dont on ne parle jamais, même aux médecins. Cette zone, c'est l'aine. Je ne compte plus le nombre de femmes et d'hommes âgés qui sont venus me voir, assis au bord du fauteuil, le regard fuyant, la voix hésitante, murmurant presque. Docteur, j'ai comme une gêne, là, entre les jambes. Ce n'est sûrement rien. Et moi, je savais déjà, avant même de les examiner, que ce n'était pas rien. Car cette gêne, quand elle est tue trop longtemps, devient rougeur, puis irritation, puis infection. Et à cet âge, le corps ne guérit plus aussi vite. Une petite lésion peut dégénérer en brûlure constante, en démangeaison persistante, en plaies ouvertes, en perte de dignité. Je me souviens avec une émotion particulière de Madame Lucette, 68 ans, veuve depuis 13 ans, vivant seule dans un petit appartement à Limoges. Sa fille l'a amenée chez moi un après-midi, inquiète. Maman reste couchée toute la journée, elle refuse de sortir, elle dit qu'elle est fatiguée. En entrant dans la pièce, j'ai vu une femme autrefois vive, effacée dans un coin de canapé, les yeux ternes, les mains croisées. Je me suis approché doucement, j'ai posé ma main sur la sienne et j'ai dit « Madame Lucette, qu'est-ce qui vous fait mal ?» Elle a baissé les yeux, longtemps, puis a murmuré « C'est en bas, docteur. J'ai chaud, j'ai mal, mais je n'ose pas dire. » Elle n'osait pas dire. Parce qu'à un certain âge, on n'a plus l'habitude de parler de son intimité, parce qu'on pense que c'est sale, gênant, honteux. Et pourtant, cette gêne silencieuse était devenue une infection importante, provoquée par l'humidité, le manque d'aération, la macération prolongée entre les plis de laine. Sa peau était rouge vif, couverte de petites fissures douloureuses, parfois suintantes. Elle portait des protections urinaires qu'elle ne changeait que 2 fois par jour par économie, et elle n'en parlait à personne, ni à sa fille, ni à l'aide ménagère. Elle avait honte. Et c'est là que je veux en venir. Ce n'est pas le corps qui nous trahit en vieillissant, c'est le silence que nous gardons face à lui. C'est le refus de voir, de nommer, de toucher. Or, cette zone intime qu'on appelle communément l'aine est une des plus fragiles chez les personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'elle est en permanence fermée, repliée, en contact peau contre peau. Parce qu'elle est souvent humide, surtout chez ceux qui souffrent de fuite urinaire ou de transpiration excessive. Parce qu'elle est rarement exposée à l'air libre. Et surtout, parce qu'on n'en prend plus soin. Beaucoup de mes patients me disent « Docteur, je me lave tous les jours. » Et je les crois. Mais je leur demande ensuite « Hélène, vous lavez entre les plis? Vous séchez bien cette zone après la toilette? Vous utilisez un savon doux ?» Et là, souvent, le silence revient. C'est pas qu'ils ne veulent pas. C'est qu'ils ne savent plus comment faire. Parce que le corps est moins souple. Parce qu'on n'ose plus se regarder dans le miroir.
parce qu'on a peur de découvrir quelque chose qu'on ne comprend pas. Et pourtant, les gestes sont simples. Il suffit de les réapprendre. Chaque jour, même si vous ne prenez pas de douche complète, prenez le temps de laver cette zone à l'aide d'un gant propre ou d'un linge doux imbibé d'eau tiède. Utilisez un savon neutre, sans parfum, sans alcool. Séchez ensuite très délicatement entre les plis. Ne frottez pas. Tamponnez doucement. Et si vous avez des difficultés à atteindre cette zone, asseyez-vous sur une chaise, utilisez un miroir ou demandez à une personne de confiance. Il n'y a aucune honte à cela. Prendre soin de son corps, c'est prendre soin de sa dignité. Et si malgré cela, la zone reste humide, si vous transpirez beaucoup ou si vous portez des protections, pensez à appliquer une fine couche de crème barrière à base de zinc ou une poudre naturelle comme la fécule de maïs. Mais attention, jamais de talc parfumé ni de produits cosmétiques. Ces substances irritent plus qu'elles ne soignent. Et bien sûr, changez vos sous-vêtements tous les jours. Privilégiez le coton. Évitez les matières synthétiques, les vêtements trop serrés. Ce que j'ai appris en soignant des milliers de patients âgés, c'est que l'inconfort, l'humidité, les démangeaisons, ça finit toujours par grignoter l'estime de soi. Quand on a honte de se lever, honte de sentir son corps, honte d'en parler, on se coupe du monde. On reste chez soi. On évite les sorties, les visites, les repas en famille, et petit à petit, on s'éteint. C'est pour cela que je parle aujourd'hui avec toute la douceur et la fermeté de l'expérience. Parce que je sais que ce sont les gestes les plus simples, les plus discrets, qui sauvent les plus grandes choses. Une toilette bien faite, un pli bien séché, une peau qui respire, et tout change. L'humeur, l'énergie, le regard qu'on porte sur soi, et la joie, tout simplement, de pouvoir s'asseoir, marcher, vivre sans douleur, sans gêne, sans honte. Alors je vous en prie, ne laissez pas cette zone dans l'ombre. Elle mérite votre attention autant que votre visage ou vos mains. Elle est votre lien avec le confort, la mobilité, la sérénité. Et surtout, elle est un message. Car une irritation qui persiste, une odeur étrange, une démangeaison, ce sont des signaux. Le corps vous parle. Écoutez-le avant qu'il ne crie. Et si ce message vous a parlé, si vous sentez qu'il peut aider quelqu'un de votre entourage, un parent, un grand-père, une amie âgée, alors partagez-le. Et si vous souhaitez recevoir d'autres conseils, d'autres histoires réelles, d'un médecin qui a vécu avec ses patients bien plus qu'il ne l'a lu dans les livres, alors abonnez-vous à cette chaîne. Je suis le Dr Lambert. Et tant qu'il me restera de la voix, je continuerai à raconter pour que vous puissiez vivre vos vieux jours avec propreté, dignité et confiance. Aujourd'hui retraité, je prends le temps de regarder en arrière, de repenser à ces détails que l'on a trop souvent négligés, ces gestes simples que l'on croyait sans importance, mais qui ont parfois fait basculer une vie. Il y a un endroit sur le corps humain qu'on oublie presque systématiquement. Un petit creux discret, silencieux, caché au milieu du ventre. Le nombril. Ce mot fait parfois sourire. Et pourtant, dans mon cabinet, il a souvent été au centre d'histoires bien moins anodines qu'on ne l'imagine. Un jour, je reçois M. Raymond, 69 ans, un homme droit, toujours bien habillé, le genre de patient qui ne se plaint jamais. Il vient pour une fatigue diffuse, une sensation d'inconfort au niveau du ventre. Rien de grave, pense-t-il. Je l'examine. Et c'est là, en soulevant légèrement sa chemise, que je remarque une odeur étrange, subtile mais persistante. En regardant de plus près, je découvre que son nombril est rouge, légèrement gonflé, et que de petites sécrétions s'en échappent. Il ne s'en était même pas rendu compte. Cela peut paraître dérisoire. Un nombril sale, et alors? Mais non. Ce que j'ai découvert ce jour-là, c'est une infection débutante, provoquée par une accumulation de résidus cutanés, de sueur, de poussière et de savon non rincé. Monsieur Raymond ne se lavait pas mal. Non, il se lavait très bien. Mais comme beaucoup de personnes âgées, il ne lavait plus son nombril. Ça ne se salit pas, ça se lave tout seul sous la douche, m'a-t-il dit. Faux, terriblement faux. Le nombril est une cavité, et comme toute cavité du corps humain, s'il n'est pas nettoyé, il devient un réservoir, un endroit chaud, humide, sombre. Le terrain idéal pour les bactéries, les champignons, les inflammations. Et plus l'on vieillit, plus ce petit creux devient profond. Le ventre s'affaisse légèrement, la peau perd de sa tonicité, les mouvements deviennent plus lents. On n'ose plus trop se regarder dans le miroir.
On ne se penche plus aussi facilement. Et le nombril, ce petit détail qu'on oubliait déjà, disparaît complètement de notre attention. Je vous le dis franchement, j'ai vu des patients finir aux urgences à cause de leur nombril. J'ai vu des personnes faire de la fièvre sans cause apparente, jusqu'au jour où l'on découvre que c'était cette minuscule cavité, négligée depuis des mois, qui était à l'origine d'une infection généralisée. Une simple négligence d'hygiène. Mais dans un corps affaibli, vieillissant, cela peut faire toute la différence. Ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est ce réflexe de vigilance, ce respect du détail. Car à nos âges, ce n'est pas la violence des grandes maladies qui nous affaiblit le plus vite, mais l'accumulation de petites négligences quotidiennes. Et le nombril en est un symbole parfait. Prenez un miroir, un coton-tige, de l'eau tiède. Installez-vous tranquillement dans un endroit calme et nettoyez doucement l'intérieur de votre nombril. Ne frottez pas violemment. N'utilisez pas d'alcool ou de désinfectant fort. Pas de lingettes parfumées, pas de produits agressifs. Seulement de l'eau claire ou un peu de savon doux, puis un rinçage délicat. Ensuite, séchez soigneusement avec un mouchoir propre ou un coton sec. L'humidité résiduelle est souvent à l'origine des mauvaises odeurs ou des infections. Faites cela 2 à 3 fois par semaine, pas plus. Mais faites-le. Et si vous avez des difficultés à voir ou à atteindre votre nombril, demandez de l'aide. À votre conjoint, à votre infirmière, à une personne de confiance. Ce n'est pas une faiblesse de demander, c'est une force. C'est le signe que vous prenez soin de vous, que vous ne laissez rien au hasard, que vous vous respectez jusque dans les moindres détails. Je pense aussi aux personnes diabétiques, aux personnes en surpoids, à celles qui transpirent beaucoup. Chez elles, le nombril est souvent plus profond, plus humide. Il est donc encore plus important d'y prêter attention. Une rougeur, une douleur, une odeur inhabituelle doivent vous alerter. Ce sont les premiers signes que quelque chose ne va pas. N'attendez pas que cela s'aggrave. Je repense souvent à ce que m'a dit M. Raymond quelques semaines après sa guérison. Docteur, je n'aurais jamais cru que ce petit trou au milieu du ventre pouvait me rendre si malade. Il avait raison, et il n'est pas le seul. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans le corps humain, il n'y a pas de petites zones, pas de parties inutiles. Tout a sa place, tout mérite soin, même et surtout ce que l'on ne voit pas. Le nombril, c'est là où tout a commencé. Le lien entre nous et la vie. Le premier point de contact avec le monde extérieur, avant même notre premier souffle. Et pourtant, on l'oublie. On le traite comme une cicatrice, une trace du passé. Mais c'est encore aujourd'hui une zone vivante, vulnérable, sensible. En tant que médecin, et surtout en tant qu'homme qui vieillit comme vous, je vous le dis, ce que vous négligez aujourd'hui peut devenir ce qui vous fait souffrir demain. Alors soyez attentifs, pas seulement à vos douleurs, mais à vos silences, à vos oublis, à vos zones d'ombre. Regardez votre nombril, écoutez-le, car il pourrait bien vous murmurer des choses que vous n'entendez plus. Si ce message vous a parlé, si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un autour de vous, je vous invite à le partager. Et si vous souhaitez recevoir d'autres conseils comme celui-ci, pratiques, bienveillants, concrets, abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, faisons reculer l'ignorance, même sur les détails, car parfois ce sont les détails qui sauvent la vie. Prenez soin de votre corps, il vous le rendra. J'ai passé 40 ans de ma vie à écouter les corps parler avant que les bouches n'osent dire. Aujourd'hui, à la retraite, je me rends compte que les zones les plus silencieuses de notre corps sont souvent les plus révélatrices de notre état intérieur. Et il y a un endroit en particulier que l'on néglige avec une régularité déconcertante, les aisselles. Oui, ces creux discrets sous nos bras, souvent perçus comme de simples générateurs d'odeurs, sont en réalité des carrefours vitaux de notre immunité. Je me souviens de M. Julien, un ancien professeur de géographie à la voix posée, au geste précis, 64 ans. Il venait me voir pour une fatigue persistante. Pas de douleur, pas de toux, pas de fièvre, juste une lassitude qui s'accrochait, un sommeil haché, une impression d'être lourd dans son propre corps. Les examens étaient normaux. Le cœur allait bien, les poumons aussi, les analyses sanguines n'indiquaient rien d'alarmant. Et pourtant, quelque chose clochait. J'ai pris le temps, comme toujours. J'ai observé. Et c'est en examinant ces aisselles que j'ai compris. La peau était terne, légèrement gonflée.
J'ai senti une odeur âcre, plus profonde que celle de la sueur ordinaire. J'ai découvert de petits ganglions, invisibles à l'œil nu, mais palpables sous mes doigts entraînés. Monsieur Julien utilisait un déodorant très efficace, à en croire la publicité. Mais voilà, il l'appliquait matin et soir sans jamais laver la zone à fond. Il croyait faire bien. Il bloquait en fait l'un des circuits les plus essentiels de son corps, le système lymphatique. On parle peu des aisselles. C'est une zone qui gêne, que l'on cache, que l'on parfume. Et pourtant, c'est là que se trouvent plus de 20 ganglions lymphatiques, responsables du filtrage des toxines, de la régulation de notre système immunitaire. Si ces ganglions sont congestionnés, engorgés par la sueur, les bactéries, les résidus de produits chimiques, tout le reste du corps en pâtit. C'est une autoroute bouchée en plein centre vital. Avec l'âge, la peau s'épaissit, les pores se ferment plus facilement. Si l'on applique chaque jour une couche de déodorant contenant des sels d'aluminium ou de l'alcool sans nettoyer correctement la peau, ces produits s'incrustent, bloquent les glandes sudoripares, créent une couche imperméable qui étouffe la zone. Résultat, inflammation, kyste, infection, mais surtout, fatigue chronique inexpliquée. Car un système lymphatique en surcharge ne dit pas « aïe », il dit « je ralentis ». Et ce ralentissement se ressent partout, dans le sommeil, l'appétit, la concentration, le moral. Je vous dis cela non pas pour vous inquiéter, mais pour vous réveiller. Car la solution est simple. Elle tient dans un gant, un peu d'eau chaude et du bon sens. Chaque jour, prenez le temps de laver vos aisselles à l'eau tiède avec un savon doux, non parfumé. Pas besoin de frotter fort. Il ne s'agit pas d'agresser, mais de libérer. Ensuite, séchez soigneusement avec une serviette propre. Pas une serviette partagée avec le reste du corps. Non, une serviette dédiée. Pourquoi? Parce que cette zone est intime, fragile, vulnérable. Je conseille aussi, 1 à 2 fois par semaine, de laisser vos aisselles respirer. Ne mettez rien, ni déodorant, ni crème, rien. Laissez la peau se réguler, les glandes se nettoyer d'elles-mêmes. Et si vous transpirez beaucoup, utilisez une pierre d'Alain naturelle, sans aluminium, ou un mélange d'huile essentielle douce, mais seulement après avoir consulté votre médecin ou pharmacien. Et si vous voulez aller plus loin, prenez 1 minute chaque soir pour masser doucement vos aisselles. Oui, masser. Avec le bout des doigts en petits cercles pendant 1 à 2 minutes. Cela stimule la circulation lymphatique. Cela aide le corps à éliminer ce qu'il n'a pas pu évacuer pendant la journée. Et vous verrez, au bout de quelques jours, une différence subtile mais réelle. Vous dormirez mieux. Vous vous sentirez plus léger, moins englué. Je reviens à Monsieur Julien. 3 semaines après avoir adopté ces gestes simples, il m'a envoyé un message. « Docteur, je n'ai pas retrouvé mes 20 ans, mais je dors enfin sans me réveiller toutes les 2 heures. Et je me sens plus propre, pas seulement physiquement, intérieurement aussi. » C'est cela que je cherche à transmettre. Ce n'est pas une leçon d'hygiène, c'est une leçon de conscience. Conscience que le corps est un ensemble de systèmes interconnectés et que la négligence d'un seul point peut en affaiblir l'ensemble. Alors je vous pose cette question. Depuis combien de temps n'avez-vous pas vraiment lavé vos aisselles? Je ne parle pas d'un rinçage rapide sous la douche. Je parle d'un nettoyage intentionnel, respectueux, attentif. Et depuis combien de temps n'avez-vous pas observé cette zone? Touchez cette peau, vérifiez qu'il n'y avait pas de rougeur, de boule, de douleur. Ne laissez pas la gêne ou l'habitude vous éloigner de ce que votre corps tente de vous dire. Les aisselles ne sont pas seulement un problème d'odeur. Elles sont un signal, un régulateur, une passerelle entre l'intérieur et l'extérieur. Et en prendre soin, c'est envoyer un message très clair à votre corps. Je t'écoute, je suis avec toi. Je suis le docteur Lambert. Et si vous avez trouvé dans mes mots une vérité, même discrète, même oubliée, alors je vous invite à continuer cette route avec moi. Abonnez-vous à cette chaîne, car tant qu'il me reste la voix, je continuerai à transmettre. Et tant que vous m'écoutez, je sais que ces petits gestes continueront à sauver de grandes choses. Aujourd'hui, à la retraite, je parle avec la lenteur tranquille de ceux qui ont vu le temps faire son œuvre, de ceux qui savent que certaines douleurs ne viennent pas d'une chute ou d'un virus, mais d'un oubli quotidien, discret, presque invisible. Il y a un endroit du corps que j'ai vu trahir plus d'une vie sans que personne ne le soupçonne. Un recoin que l'on ne montre jamais,
même à ses enfants, même à l'infirmière. C'est derrière les oreilles. Oui, vous avez bien lu. Ce minuscule espace, niché entre le crâne et le lobe, souvent caché sous les cheveux, est l'un des endroits les plus négligés du corps humain. Et pourtant, c'est une zone clé, un baromètre silencieux de notre hygiène, de notre fatigue, parfois même de notre solitude. Je me souviens de Madame Élise, 92 ans, ancienne institutrice, toujours coiffée, toujours digne. Elle portait des boucles d'oreilles en perles qu'elle n'enlevait jamais, disait-elle, parce que c'est ce que mon mari préférait. Elle vivait seule depuis 8 ans. Un jour, elle est venue me voir pour des vertiges, des maux de tête persistants, une sensation de chaleur diffuse derrière la nuque. J'ai tout vérifié, et puis, par habitude, j'ai écarté délicatement ses cheveux derrière l'oreille. Ce que j'ai vu m'a serré le cœur. Une couche brunâtre, dure, incrustée dans le pli de peau, mélangée à des cellules mortes, à du sébum accumulé, à de la sueur ancienne. Elle n'avait pas lavé cette zone depuis des semaines, peut-être des mois. Pas par négligence, mais parce qu'elle ne pensait pas à cet endroit, parce que ce n'était pas important. Et pourtant, ce petit coin caché était devenu une source d'inflammation, une porte ouverte aux bactéries, un nid de démangeaisons chroniques, d'eczéma de contact, de malaise diffus. Elle grattait inconsciemment sa nuque, pensait que c'était le stress ou la chaleur. Mais c'était juste un endroit oublié. Vous seriez surpris du nombre de patients chez qui j'ai retrouvé cette négligence. Des hommes comme des femmes, des jeunes parfois, mais surtout des personnes âgées, pour qui se pencher, se regarder, se toucher derrière l'oreille devient compliqué. C'est un endroit difficile d'accès, peu visible, que l'on considère comme propre par défaut. On lave le visage, on savonne les bras, le cou, les pieds, mais qui prend vraiment le temps de nettoyer derrière ses oreilles, de frotter doucement ce pli, de le sécher soigneusement. Et pourtant, c'est là que se cachent les premiers signes d'un déséquilibre. Une odeur âcre, une petite croûte, une rougeur qui ne part pas. Et ce n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est une question de lien. Quand on ne se touche plus, quand on ne s'observe plus, quand on ne s'écoute plus, ce sont toujours les mêmes zones du corps qui trinquent. Les zones silencieuses, celles qui ne réclament pas d'attention, jusqu'au jour où elles crient. Je parle ici d'un geste qui peut sembler ridicule, mais qui, dans mes années de pratique, a sauvé plus de confort que bien des médicaments. Chaque soir ou chaque matin si vous êtes plus matinal, prenez une minute, juste une. Passez doucement un gant tiède derrière vos oreilles, avec tendresse, avec respect. Pas comme un devoir, comme une caresse que l'on accorde à son propre corps, comme on en donnerait à un enfant endormi. Séchez bien. N'oubliez pas le pli, ce petit creux. S'il est rouge ou douloureux, ou s'il dégage une odeur particulière, parlez-en. N'attendez pas, parce que parfois une simple inflammation non traitée finit en abcès, en infection généralisée, en perte d'équilibre, en hospitalisation. Mais au-delà du geste médical, il y a un symbole. Nettoyer derrière ses oreilles, c'est aussi une façon de dire « je me vois, je ne me cache pas. Même les parties que personne ne regarde, je les respecte. » Et à un certain âge, ce respect devient une forme de résistance. Résistance à la négligence, à l'effacement, à l'invisibilité. Je le dis souvent à mes patients, derrière l'oreille, il y a plus qu'un pli de peau. Il y a la mémoire du regard des autres, le souvenir d'une mère qui lavait doucement son enfant, d'un amoureux qui glissait une mèche, d'un moment où l'on se sentait encore entier. Et quand on cesse de s'occuper de ce lieu, c'est parfois parce qu'on pense qu'on ne mérite plus ce regard-là. Alors aujourd'hui, si vous m'écoutez, si vous sentez que mes mots touchent quelque chose en vous, je vous en supplie, prenez soin de cette zone, pour votre santé, mais aussi pour votre âme. Et si vous avez un parent, un voisin, un proche âgé, parlez-lui-en, avec délicatesse. Offrez-lui ce petit geste d'attention, car souvent ces recoins du corps racontent ce que la bouche n'ose plus dire. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on me voie. Je suis le docteur Lambert, et je crois que la médecine ne commence pas avec les pilules, mais avec la reconnaissance de ce que nous sommes, corps et mémoire, fragilité et beauté. Et tant que vous m'écouterez, je continuerai à parler de ces gestes simples, presque oubliés, mais qui redonnent à chacun le droit fondamental d'exister, entièrement. Je suis médecin. Aujourd'hui,
À 75 ans, je ne pratique plus dans un cabinet, mais je soigne autrement, avec mes mots, mes souvenirs et les vérités que personne ne nous dit quand il est encore temps. Après une vie entière passée à observer le corps humain se dégrader lentement chez ceux qui ont cessé de se regarder, je suis arrivé à une conclusion simple, mais radicale. Ce ne sont pas les grandes maladies qui nous brisent d'abord. Ce sont les petites habitudes oubliées, les négligences invisibles, les gestes trop simples pour qu'on les croie importants. Nous vivons dans une époque qui valorise la vitesse, l'efficacité, l'apparence. On se précipite, on se maquille, on se parfume, mais on oublie de se nettoyer derrière les oreilles. On court après la santé, mais on ne masse jamais ses aisselles pour drainer sa lymphe. On dépense des fortunes en compléments alimentaires, mais on laisse son nombril s'encrasser pendant des mois. On a peur du cancer, mais on oublie de se laver entre les orteils. Et puis un jour, on tombe. On se sent fatigué sans savoir pourquoi. On perd l'équilibre. On dort mal, on mange sans appétit. Alors on consulte, on fait des examens, des radios, des bilans. Tout revient normal. Mais quelque chose ne va pas. On le sent. C'est pas la maladie qui nous a pris par surprise. C'est l'accumulation de petits abandons. Le matin où l'on a sauté la toilette parce qu'il faisait froid. La semaine où l'on n'a pas osé demander de l'aide pour se laver le dos. Le mois où l'on a décidé que de toute façon, ce n'était plus si grave. Mais je vous le dis, moi qui ai vu des centaines de patients revenir à la vie simplement parce qu'ils avaient réappris à s'aimer jusque dans les détails, le corps n'oublie rien. Il garde tout en mémoire. Il se défend jusqu'au bout, mais il a besoin qu'on l'aide, qu'on le soutienne, qu'on l'écoute. Et écouter son corps, ce n'est pas seulement surveiller sa tension ou son taux de sucre, c'est aussi prendre le temps de laver ses pieds avec douceur, de nettoyer l'arrière de ses oreilles, de vérifier que sa peau respire, de se parler dans le miroir comme on parlerait à un vieil ami. Ce que je vous propose ici, ce n'est pas une méthode miracle. Ce n'est pas un régime, ni un médicament. C'est une invitation à revenir à soi, à se réconcilier avec son enveloppe, à retrouver de la dignité dans les gestes les plus simples, à comprendre que se laver, c'est aussi se respecter. C'est dire à son corps, tu comptes encore pour moi, même si tu vieillis, même si tu trembles, même si tu es moins beau qu'avant. Tu es encore ma maison, et je vais prendre soin de toi jusqu'au bout. Alors, si vous avez écouté cette série jusqu'au bout, je vous remercie, du fond du cœur, car cela veut dire que vous avez compris que l'essentiel ne se crie pas. Il se murmure, il se glisse dans les creux du quotidien, dans ces gestes que personne ne voit. C'est là que naît la vraie santé, la vraie paix. Bilan de vie. Ce que nous faisons chaque jour, même dans l'ombre, façonne notre avenir. Et plus nous vieillissons, plus ces gestes comptent, parce qu'ils disent ce que nous croyons mériter. Alors ne laissez plus l'oubli s'installer dans les plis de votre peau. Soyez votre propre soignant, chaque matin, chaque soir, sans honte, sans hâte, avec tendresse. Petite question pour vous. Depuis combien de temps n'avez-vous pas nettoyé derrière vos oreilles ou votre nombril avec attention? Ah, moins d'une semaine, plus d'un mois. Dites-le moi en commentaire, cela m'aidera à comprendre vos habitudes et cela pourra aussi inspirer d'autres personnes à prendre soin d'elles. Et si ce message vous a touché, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela me donnera la force, à moi, un vieux médecin qui n'a plus de blues, mais encore beaucoup à transmettre, de continuer à partager ces conseils précieux. Et si vous souhaitez soutenir cette mission, vous pouvez faire un don, même petit, pour m'aider à financer la réalisation de ces vidéos, à payer l'équipe technique et à consacrer mes dernières années à quelque chose qui a du sens. Transmettre la vie, un geste à la fois. Merci à vous, que la santé vous accompagne, toujours.